Bonjour à tous. Merci pour cette présentation de ce métier. Donc, je vais juste situer d'où je parle. Je suis responsable du centre de formation de la Fédération des aveugles de France et un des objectifs de la Fédération à travers son centre de formation, c'est de professionnaliser les personnes qui interviennent auprès du public déficient visuel, et nous sommes le centre qui forme les instructeurs pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles. Associé à ça, on a souhaité il y a quelques années créer un titre pour former les médiateurs numériques dédiés au public déficient visuel. Alors, c'est un titre qui est... Bon, j'ai déclaré que je n'avais pas de conflit d'intérêt, vous le savez maintenant. L'histoire du projet, c'est qu'en fait, un certain nombre d'associations qui gèrent des établissements membres de la Fédération des aveugles de France, qui est quand même une association d'usagers, c'est important de redire ça, que le besoin identifié, il part des usagers, avait identifié que finalement, les personnes qui assuraient cette médiation numérique venaient de profils très divers et n'avaient pas de socle de connaissances et de compétences communes. Donc, en suivant les établissements, ça pouvait être des professionnels extrêmement divers. Alors, on a profité d'un appel à projet que nous avait fait la GFIP pour proposer de travailler sur cette thématique de former les professionnels qui accompagnent aux usages numériques. Donc ça, c'était en 2019. Donc, en s'appuyant sur nos associations membres, qui avaient des médiateurs numériques déjà en poste, nous avons essayé de comprendre quelle était l'activité que vous avez très bien décrite de ces professionnels et d'en tirer un référentiel et de commencer à réfléchir à une formation. Alors, le constat, et vous l'avez fait également, c'est que le numérique, il est présent dans notre vie tout le temps, et il est présent aussi dans la vie des personnes déficientes visuelles qui ont la même déclaration d'impôt à faire en numérique que nous, avec les mêmes difficultés, et une difficulté supplémentaire, c'est de pouvoir y accéder. Donc voilà, c'est un frein important, enfin une difficulté qu'il faut dépasser. Et puis, parallèlement, effectivement, des professionnels qui venaient d'horizons divers et qui n'étaient pas forcément formés à accueillir ce public. Donc ça, c'était les constats d'origine. Pourquoi nous nous sommes destinés à créer un titre spécifique ? Pour créer un titre certifiant, il faut passer par un organisme qui s'appelle France Compétences, qui valide que ce titre est certifiant et qui valide le besoin. Donc c'était aussi une manière relativement originale de faire reconnaître qu'il y a un besoin pour les personnes déficientes visuelles, de les accompagner dans le champ du numérique, et que ce besoin, il est spécifique et il passe pas par une médiation, si, c'est une médiation classique, mais une médiation adaptée, et que pour qu'elle soit bien faite, il faut des gens qui soient formés. Donc c'était ça, c'est ça l'intérêt de faire reconnaître ce titre. C'est un travail assez conséquent. C'était aussi un moyen de définir un socle de compétences communes et minimum pour pouvoir atteindre cet objectif. C'était aussi un moyen, en créant un titre, d'ouvrir la possibilité à des personnes qui ne sont pas forcément du monde de la déficience visuelle de s'intéresser à cette problématique et de vouloir devenir médiateur numérique. Et nous avons, et j'en suis toujours très fière, des personnes qui, dans le cadre de leur métier, ont longtemps travaillé dans le champ de l'informatique, du numérique, et qui, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, s'intéressent au public déficient visuel et ont envie de mettre à profit leurs connaissances et leurs compétences pour ce public spécifique, mais qui ont besoin de connaissances et de développer leurs compétences. Voilà. Donc ça, c'était aussi important. Et l'argent étant le nerf de la guerre, le fait de faire reconnaître un titre, c'est aussi d'ouvrir la porte des financements, notamment le CPF, dont nous disposons tous, et de permettre à un certain nombre de personnes de mobiliser ce fonds pour faire quelque chose qui les intéresse. Donc voilà quels étaient les enjeux de la création de ce titre professionnel. Alors, pour pouvoir créer ce parcours, il faut expérimenter pendant 3 ans. Il faut constituer un dossier auprès de France Compétences, justifier qu'il y a un besoin et qu'il y a de l'emploi
Donc le besoin des personnes déficientes visuelles, par rapport au numérique, il n'était pas très difficile à justifier. Justifier qu'il y avait de l'emploi, il a fallu qu'on fasse une enquête. Donc on s'est fait aider par une personne qui a fait ce travail d'enquête. Et puis il y a tout un travail d'ingénierie pédagogique qui est de rentrer dans les cases définies par France Compétences pour que ce titre soit reconnu et qu'il y ait une réelle certification, que la certification soit faite selon des critères et des normes qui correspondent aux modalités de formation en France. Voilà, donc c'était un parcours relativement long. C'est pour ça que ça a commencé, les premières réflexions ont commencé en 2019 et le titre a été reconnu en juillet 2023. Voilà. On est habilité pour 5 ans et après, il faut recommencer. Voilà. Donc le parcours recommencera, c'est pas tout à fait tout de suite, mais bientôt, il va falloir poursuivre. Alors, qui peut entrer en formation? Les prérequis sont assez limités. Il faut avoir une aisance sur les outils numériques grand public, pas forcément de connaissances spécifiques sur les outils de compensation dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais voilà, on vérifie quand même en amont qu'il y a un minimum de connaissances. Après, les profils sont des informaticiens, beaucoup d'ergothérapeutes. Je vous donnerai à la fin la proportion des gens qui ont été formés. Il ne faut pas oublier que nombre de personnes déficientes visuelles, et vous en êtes une représentation, sont formateurs. Et les premiers qui ont formé leurs pairs, ce sont des personnes déficientes visuelles. Et ça se poursuit. Et donc, c'est aussi une petite fierté que ce titre existe parce que ça permet aussi à quelques personnes déficientes visuelles de faire reconnaître leurs compétences et éventuellement d'aller vers l'emploi ou plus facilement vers l'emploi. Voilà. Donc, c'était pas la volonté initiale, mais c'est une petite cerise sur le gâteau, on va dire. Des bibliothécaires, des enseignants spécialisés. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans ce parcours ? Vous avez parlé de l'analyse des besoins, donc de votre capacité à comprendre la problématique de la personne qui se présente, d'essayer d'identifier son besoin et d'essayer de comprendre aussi quelles sont les conséquences fonctionnelles qu'elle a liées à sa perte visuelle. Donc il y a tout un premier module autour des attentes, des besoins, des difficultés d'usage, qui est plutôt animé et qui est animé par une orthoptiste. Parce qu'il faut quand même, pour ceux qui n'ont pas forcément de base par leurs activités initiales, avoir un petit panorama de ce que ça veut dire être non-voyant ou malvoyant. Un module assez conséquent sur les matériels, les logiciels de compensation, leurs usages. On a ouvert maintenant, on a complété par la téléphonie, c'est-à-dire qu'effectivement au départ, et en écoutant Ludovic, je me disais que peut-être il va falloir aussi qu'on rajoute un petit module sur l'intelligence artificielle. Voilà. Et puis un troisième module qui est plus sur la pédagogie. Comment je m'y prends quand je reçois une personne déficiente visuelle, et vous avez cité ça comme exemple tout à l'heure, qui n'utilise pas la souris. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec un ordinateur, alors que moi, alors je parle pour moi, hein, vraiment, j'utilise 100% la souris, mais je pense que je ne suis pas la seule. Et donc, voilà, il y a toute cette notion de pédagogie et d'adaptation de ce qu'on doit transmettre à un public qui a des besoins différents, qui est abordé dans la formation et qui est abordé également dans un temps de stage ou de mise en situation. Et puis après, la certification. Alors, la certification, c'est en général la question qu'on nous pose. On voulait valider plusieurs grandes catégories de compétences. Une autour de ma capacité à comprendre la situation de la personne. Donc il y a une petite épreuve écrite avec des études de cas, qui sont des sujets qui sont préparés par les formateurs, autour de la présentation d'une situation, des attentes d'une personne, du type de pathologie qu'elle a, et par rapport à cette situation, quels sont les points de vigilance, voilà, et quels sont les outils que vous pourriez proposer. C'est en gros les questions qui sont posées. Et après, sur une autre situation,
quel est votre programme, combien de séances, comment vous vous y prenez, par quoi vous commencez. Voilà, donc toute cette méthodologie d'approche, il faut que la personne qui se présente aux épreuves soit en capacité de la formuler. Évaluation de connaissances techniques sous 2 aspects, un quiz technique avec un certain nombre une 30 questions fait par les formateurs, et puis une mise en situation pratique. Ça nous a été imposé par France Compétences en disant il faut absolument que dans votre certification, il y ait un temps où la personne soit en présence d'un médiateur et qu'on vérifie qu'elle soit en capacité de faire ce qu'elle va apprendre aux personnes déficientes visuelles. Voilà, donc c'est la mise en situation technique. Et puis une présentation écrite et orale d'un parcours d'accompagnement réalisé par le candidat, soit sur son établissement, soit dans un lieu de stage. Donc présentation écrite, présentation orale et une petite vidéo pour que les membres du jury voient ce qui se passe concrètement dans l'interaction. Alors, depuis qu'on a commencé, depuis 2019, on est modeste, on a formé 68 personnes, majoritairement des ergothérapeutes, des informaticiens, des formateurs en informatique, des gens qui sont bénévoles. Il y a aussi beaucoup d'actions de suivi et de médiation numérique qui sont faites dans les associations par des bénévoles, donc qui ont besoin aussi de ces connaissances. Des assistantes, opticiens, des orthoptistes, éducateurs spécialisés, instructeurs. Alors les instructeurs de locomotion, c'est assez intéressant. Ils se disent, nous on est beaucoup dehors, mais on a envie de compléter nos compétences et puis pouvoir peut-être avoir une activité plus mixte. Voilà. Demandeurs d'emploi, transcripteurs, adaptateurs. Voilà un petit peu quelles sont les personnes qu'on a formées. Pour être au plus proche des gens, il y a une session à Paris, une session à Lyon, une session à Montpellier. Voilà, parce qu'on sait aussi par notre expérience de centre de formation que pour que les gens se forment, il faut aller au plus proche de chez eux. On ne peut pas en faire beaucoup plus de sites que ça, parce que c'est déjà pas mal. Et l'enjeu pour les années à venir, c'est d'augmenter l'entrée en formation, parce que si on veut que le titre perdure, il faut qu'on prouve qu'on a formé des gens et que c'est toujours pertinent d'en former. Voilà. Et mon souhait le plus cher, c'est d'arriver à toucher les médiateurs numériques de l'État, qui sont organisés. Voilà. On a une petite piste pour ça. Il faudra probablement adapter le parcours, mais l'objectif, c'est aussi que la personne déficiente visuelle puisse trouver une aide, pas uniquement dans les établissements qui lui sont dédiés, mais également éventuellement dans d'autres lieux. Et là, on parlerait vraiment d'inclusion sociale. Merci pour votre attention. Merci infiniment. On a juste un peu de temps pour quelques questions, si vous avez des questions dans la salle. Est-ce que vous abordez aussi les troubles associés, donc l'utilisation des outils informatiques pour les déficients visuels qui ont aussi des troubles cognitifs, des troubles moteurs? Oui. Formation. Alors c'est une très bonne question. Parce que quand on a commencé à réfléchir sur le sujet, on nous a demandé une formation aussi longue que celle d'instructeur pour l'autonomie. Voilà. Et c'était l'ambition des gens qui étaient déjà formés. Et dans le groupe de travail, il y avait un représentant d'un centre de formation CFA et qui nous a dit, mais si vous allez là-dedans, vous n'aurez jamais personne et vous n'atteindrez pas votre objectif d'ouvrir à un public plus large. Donc c'est 8 jours, c'est 3 fois 3 jours, plus 1 jour et demi, plus la certification. Donc c'est assez dense, mais ça demande un investissement. Les gens qui font la formation m'ont dit qu'ils comptaient environ une semaine de travail personnel pour arriver à la certification. Voilà, ça vous donne, il y a un investissement personnel important.
Et par rapport au nombre de demandes, vous prenez tout le monde? Comment ça se passe? Vous pouvez répondre à la demande? On peut répondre à la demande. On aimerait qu'il y en ait un peu plus. Okay. En fait, l'impact de faire 3 sites, c'est qu'on touche des gens qu'on n'aurait pas touchés si on était resté exclusivement à Paris ou à Lyon. En revanche, il faut arriver à remplir chacun des sites. 3 sessions dans l'année, c'est un défi pour arriver à avoir un nombre suffisant et ouvrir les sessions. Voilà. Mais donc non, on répond à toutes les demandes. C'est arrivé qu'on ne retienne pas une candidature. Alors, pour une personne qui était elle-même déficiente visuelle, alors c'est pas de la ségrégation, c'est juste que elle n'était pas à un niveau de connaissance du fonctionnement des outils qui lui permettait d'accéder à la formation. Donc c'était plutôt différé dans le temps. Et elle a commencé par aller se former elle-même pour avoir une certaine aisance et pouvoir suivre la formation. Voilà. Merci beaucoup. Oui. C'est la question que je voulais poser, vous avez répondu avant. Dans mon entourage, il y a quelqu'un qui a des déficiences visuelles qui est très calé là-dedans et qui serait intéressé, mais il faut en fait, avant qu'il vous contacte, comment ça se passe? Alors, si c'est quelqu'un qui est déjà un grand utilisateur du numérique, il n'y a pas de souci. Il faut que lui soit déjà à l'aise et déjà utilisateur, comme on le demande à tout candidat en fait. Il faut être capable d'envoyer un mail, capable de rédiger un document sur Word, enfin des choses du quotidien. Pas être forcément expert de tous les outils, mais avoir déjà cette aisance et en capacité de faire pour soi-même. Voilà, c'est ça qui est prérequis. Ma question, c'est plus pour le public de ces médiateurs. Quel âge, à partir de quel âge ils sont pris en charge par ces médiateurs après? Parce que les enfants, maintenant... Le terme de médiateur, c'est nous qui l'utilisons, mais dans les établissements, c'est soit le formateur en informatique, soit l'informaticien, ça peut être l'ergothérapeute, ça dépend. Dans les établissements, il y a cette fonction, c'est la fonction qu'on dénomme comme ça. Et effectivement, dans l'apprentissage, on a défini, enfin pas moi, les formateurs ont défini 7 profils types pour essayer de donner des repères, et la problématique de l'enfant, c'est effectivement abordée. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont embauchées pour mener cette fonction, soit qui sont en poste, soit d'autres qui, effectivement, vont monter leur propre activité. Là, je vais refaire l'enquête pour savoir quel est le taux d'insertion, mais oui, on est à plus de 80% de taux d'insertion. Merci beaucoup. Donc, pour conclure, on a vu sur le côté orthopsie, le côté ergo, le fait qu'il fallait tenir une veille technologique, on en parlait. Et nous, on voit à la clinique, il y a cette veille, puisque par exemple, on a rééduqué des patients sous ORCAM. Et maintenant, avec Seeing AI, par exemple, voilà, on change un peu de fusil d'épaule. Donc l'idée, ça nous oblige à nous réinventer et à être au courant des nouvelles solutions qui sortent. Donc voilà, c'est assez stimulant.